360 pédiatrie, urgence pédiatrique. Donc, je me présente, je suis professeur Kawinor, donc je suis pédiatre aux urgences de l'hôpital d'enfants de Rabat. Et je suis très très contente d'être là un samedi matin avec mes amis, donc à qui je vais donner la parole. Oui, bonjour, je suis professeur Alaoui Fatem Sahra, professeur en pédiatrie au service de pédiatrie 2 à Casablanca, à l'hôpital Abderrahim El-Harouchi. Et moi-même, je suis professeure Widad Hmini, pédiatre urgentologue à l'hôpital Mère-Enfant du CHU Mohamed VI de Marrakech. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que vous allez passer un très bon moment avec nous, en vous amusant, en apprenant et surtout en démystifiant l'enfant et la peur de la pédiatrie. Mais je sais que beaucoup d'étudiants un petit peu, et même de médecins généralistes qui ont peur de l'enfant, mais bon, on va faire avec. Voilà. On aura 3 scénarios. Donc, on va avoir 3 scénarios, donc 3 rounds. Le premier avec professeur Widad que vous allez découvrir maintenant. Après, je pense qu'il y aura la pause café. Et après, vous allez faire un scénario avec moi-même, puis un scénario avec professeur Fatem Zahra. Donc, je vais laisser, on va se retirer et laisser notre ami commencer. Très bon courage. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont déjà fait des séances de simulation? Qui lèvent la main, en fait, c'est plus facile. D'accord. Est-ce que vous connaissez le concept de simulation? Ceux qui connaissent disent oui. Est-ce que vous avez déjà assisté à une séance de simulation? C'est la première. C'est la première? D'accord. Vous commencez avec la pédiatrie, c'est bien aussi. D'accord. Alors avant de commencer notre session, j'aimerais bien, comme on est dans le ring, et ça m'a inspiré et que je suis une cinéphile, je dirais déjà, est-ce que vous avez reconnu la chanson? Qui a reconnu la chanson? En général, c'est des garçons, mais aussi des filles. Oui, c'est Eye of the Tiger. Et le film, peut-être Rocky. Est-ce que vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? C'est un ancien film. Mais je trouve que ça représente un petit peu, même si c'est un boxeur qui en a bavé, mais ça représente aussi notre parcours en tant qu'étudiant en médecine, c'est-à-dire même si on se met KO par rapport à nos examens, nos stages, tout ce qui va avec, mais on redevient de plus en plus fort. À chaque fois que nous sommes, ou plutôt qu'on croit qu'on est abattu, on retrouve toujours la passion et la flamme à l'intérieur pour nous permettre d'aller un peu plus fort. Alors, comme je suis cinéphile et puis que je suis pédiatre, on va faire un petit tour, comme ça on se connaît, comme on est peu nombreux, n'est-ce pas? On a un petit moment, de dire un film où il y a un enfant et que vous avez aimé. Peut-être qui serait le héros. Et peut-être que je commencerai par le fond. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro Et ça serait bien de dire le nom et plutôt le prénom, pas obligatoirement le nom, l'année des études et la ville avant de commencer. Et vous pouvez choisir quelqu'un pour parler. Je commence par vous, mademoiselle, au fond, au noir. Bonjour. Je m'appelle Nathan Bravo, étudiante en 4e année médecine ici à Fès. Pour le film, je ne connais pas. Aucun film? Non. Vous êtes cinéphile ou dessin animé aussi? Netflix? Aucune idée. Un film que vous aimez? Pas obligatoirement qu'il y ait un enfant dedans. Aucun film? Une série? Une matière que vous aimez en médecine? Neurologie. La neurologie. D'accord. Ok. Vous pouvez choisir quelqu'un ou si quelqu'un veut parler. Allez-y, on est entre nous. C'est un climat bienveillant, très pédiatrique, on s'amuse. Alors, qui a reconnu le film? On va demander aux messieurs qui ont reconnu le film. Le film, c'était Rocky. Un film où le héros est un enfant, si c'est possible, mais sinon... Harry Potter. Harry Potter. Ah oui, carrément, oui. Mais on l'a vu grandir, lui. Oui. Très bien. Oui. Votre prénom et l'année. Je vous connais, mais pour Mohamed les autres. Derouis, 6e année FMPC. D'accord. Il y a une autre personne. Bonjour, je m'appelle Fatem Zahra Bouamri, étudiante en 5e année médecine FMPR. Et pour le film,
Oui, Et pour le film, il y a le film Wonder. Wonder. Ça parle d'un enfant qui est né difforme et ça raconte son vécu et son expérience sociale avec les enfants. Magnifique. Et surtout son amour avec ses parents et sa relation avec sa sœur. D'accord. C'est- Et donc, s'il y a en une phrase quelque chose que tu peux qualifier ce film, tu as retenu quelque chose de ce film? Bien évidemment. Surtout, Moi, j'ai pris un mot, mais j'aimerais bien savoir si c'est le même que j'ai dans la tête. Tu as dit 2 mots qui sont importants. l'amour Oui, c'était ça pour moi aussi. Amour et passion aussi. et la passion. Voilà, amour et passion. Quelqu'un d'autre? On va prendre nos professeurs de Agadir. Fatem Zara. Bonjour, donc, je suis Dr Fatem Zarakhi, je suis professeur assistant donc, en pédiatrie de CHU Souss-Massa d'Agadir. Pour les films, moi généralement je vois beaucoup de films et j'oublie. Donc, comme les anecdotes, j'en ai beaucoup, mais ça généralement va pas. j'oublie. D'accord, ok. Je passe le micro à Najwa. Dr Najwa. Moi, je suis résidente, c'est Dr Najwa Alimat. Je suis résidente en pédiatrie avec professeur Widad. Et par rapport au film, moi non plus, je suis pas trop cinéphile. Mais... Moi, je vais paraître très ancienne si je parle de film. Et ça serait Seul à la maison, que j'ai vu les 3 parties, j'adorais. Et ça parlait de l'intelligence des enfants. Et ça m'a... Bon, à l'époque, c'était waouh, c'est l'idole, on aimerait tous être intelligents comme ça. Mais après, autant que pédiatre, c'était pour dire il ne faut surtout pas sous-estimer l'intelligence d'un enfant. Il faut toujours le considérer, même si ce n'est pas un adulte miniature, mais lui donner la même valeur qu'on donne à un adulte et écouter ce qu'il a à dire. Et voilà, c'est le plus important pour prendre en charge un enfant. Maintenant, peut-être qu'avec les films, comme je suis cinéphile, on en arrête, mais ce serait plutôt une transition parce que ça serait une mise en scène ici. Et donc, c'est une mise en scène ou mise en situation d'un cas qu'en général, qu'on rencontre régulièrement. Mais même si c'est une mise en scène, il faut garder à l'esprit que c'est réaliste. Même si c'est un mannequin, et d'ailleurs les volontaires vont pouvoir toucher avant de commencer la session, il faut prendre que c'est une mise en situation, mais dans la vie réelle, il faut agir comme si c'était un vrai patient. D'accord? Et voilà. Donc, nous avons... Est-ce qu'il y a des volontaires pour... J'ai besoin de 3. Vas-y. Vas-y. Volontaire malgré lui. Non, elle voulait le faire. Marhaba. J'ai besoin de 2 autres volontaires. N'ayez pas peur. Allons-y, amusons-nous. Alors applaudissons nos apprenants qui est volontaire. On reprend vos prénoms. On essaie en même temps le micro. Test. Oui. Ça marche. Oui. Fatem Zara Bouamri, 5e année médecine FMPR. D'accord. Houda Zarraq, 4e année, MPDF. Nadal Marab, 4e année, IFAS. D'accord. Et puis je vous présente, je te laisse présenter. C'est Dr Zineb. Elle est résidente 1re année à la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech et elle nous aidera pour ce scénario. Et voilà. Merci. Donc vous pouvez déjà vous accommoder avec le lieu. Vous êtes dans une salle des urgences, dans un hôpital provincial. En étant des 7e années, on va vous désignez par la suite les 2 7e années et un étudiant volontaire en 4e année éventuellement, qui sont de garde et éventuellement dont la sage-femme va ramener un nouveau-né. D'accord. D'accord? Ok. Donc, 1, 2, 3, on commence. سلامت بابا كي دايره لاباس عندي واحد البيبي هبطو دابا مسوي الدوك واش غادي كيزرق لينا عيطات ليا لا ماما
قالت لي راه كيزرق. انا ما شفتوش الصراحه كيزرق، ولكن زرق لا جوج الخطرات. ها هو لو بيبي الطبيب. واخا اول حاجه نشوفوا لسين اسكي اون سيانوز مزرق، نشوفوا لي سين دو طون دو كولوراسيون كوتاني. دونك اول حاجه toujours raisonner avec la BCDE. Donc voir s'il y a liberté des voies aériennes supérieures. Elles sont libres. Elles sont libres, ok. نشوفوا le scopé, faut le scoper. نشوفوا la saturation ديالو, fréquence respiratoire, l'état hémodynamique. Donc à 95%. Les bradycardes. À la scoper. Qu'est-ce que je fais? نشوفوا une donc il sature bien, mais il y a le signe de gravité, il y a une cyanose. Donc donnez-moi. Il faut faire le test de la seringue, non? Le test de la seringue. Test de la seringue. Puisque c'est un nouveau-né, donc il faut éliminer les urgences, la tréside de l'œsophage. Il faut le test de la seringue et notamment demander une radiothorax pour éliminer une hernie diaphragmatique. Mais tout d'abord, il faut le mettre après le test oui, de la le test de la seringue, c'est en premier. Mais tout d'abord, il faut le mettre en condition pour le soulager. Donnez-moi des lunettes pour l'oxygénothérapie. طبيبه انا محتاجاني. نعم. محتاجاني. ما كاينش لانفيرمي. l'infirmier باش معليش كتقول خصنا ان سوند غاستريك. أول حاجة l'oxygénothérapie. Vraiment une bonne saturation de l'oxygénothérapie. طبيبه راه لا ماما قالت لك راه كان مزيان تزرق ليها، راه ماشي بزاف دابا باش تزاد. يلا واحد اش 22 بي. كايناش ان سوند غاستريك. طبيبه هاد الوليد راه اش 22 في. لا مامون قالت لي كوم كو لا غروسيس كانت بيان سويفي، ولكن كانت دايره شي ريجيم، كانت كتبع، كانت دايره واحد الريجيم، ما كان عنده حتى شي مشكل. لا مامون لا غروسيس ديالها دازت مزيانه، ابار هاد لا سيانوز اللي بانت جوج خطرات. سي با ان نوفو-ني. سي ان نوفو-ني، سي ان بيبي، سي ان نوفو-ني اش 22 في. Bonjour, je suis le médecin généraliste de carte. Bonjour. Avec présentez-vous le cas. C'est un nouveau-né de H22V qui présente 2 épisodes de cyanose. H20 Oui, c'est un nouveau-né.
qui présente 2 épisodes de cyanose. Sa saturation elle est à 82. On voulait faire un test درتو لاباسي ديالو on l'a scopé. C'est de l'oxygène. Toi, Donc, l'oxygène. واش il crie le patient le nouveau-né Est-ce qu'il crie? Il a crié, il a crié. Il a crié. دابا il est cyanosé Pardon? Oui, Il est il est cyanosé. cyanosé. Ah, il est cyanosé. Il faut lui mettre D'accord. Pour, l'oxygène. les voies aériennes sont libérées. Ils sont libres. La Ils sont libres. fréquence respiratoire et la saturation عندنا 83. Donc il faut mettre des lunettes d'oxygène. Verbalisez, s'il vous plaît. Il faut ausculter le patient. Nouveau-né. On cherche le pneumothorax, on cherche le diaphragmatique. Le bébé, il convulse. D'abord, il convulse. Ça va, il convulse le bébé ديالكم. Donc on met du cordon intrarectal. كاين هنا اوكي. On met une voie veineuse. Maintenant injecté. Le patient convulse toujours. C'est bon, vous avez passé Oui, l'état de là? ouais. Il a arrêté de convulser. Donc pour le Glasgow, l'état des pupilles sont normales. Il ne convulse pas tout. Il ne convulse Vous avez pas. passé l'état de là? Est-ce qu'il a un déficit? Les réflexes archaïques, Ils sont normaux. ils sont normaux. Réflexe de succion, Présent. présent. Mais pas- Il était présent. Sa température 36,5. 36. Dextro 1,34. D'accord. On doit rechercher la 13e. Donc il a un nouveau-né de H22 vie qui présente pour une cyanose et il a présenté une convulsion néonatale. Donc quelles seront les étiologies devant ce tableau? Ça peut être une heure, elle est diaphragmatique. لا ماما كانت قالت لنا كم كوا كانوا عندها كان كيهبط معاها شي ماء خضر وكان عندها دي برولور ميكسيونيل. Donc c'est une anamnèse infectieuse positive. Et une infection néonatale à localisation méningée. On peut lancer le bilan en fait. On peut lancer le Le bilan, شنو بغيتو في البيلان؟ NFS, CRP, urécréate, Voilà docteur. Il faut pas dépister vraiment. NFS normal, la blessure. Donc les étiologies, l'étiologie infectieuse, l'étiologie on peut faire un ETF. Le médecin demande une ETF. Normal. Pour éliminer une hémorragie intraventriculaire. Le TF est normal. Normal.
Donc on a éliminé le CRP. La biochimie. Ah, la biochimie. En cours. D'accord. Donc l'étiologie infectieuse. Le patient d'abord, il va bien, il est stable. Pour l'instant, il est stable. Ah, il y a le biochimie. Donc il y a l'étiologie métabolique qu'on a oublié. Normal, à part une hypocalcémie et hyperphosphorémie. Donc l'administration de gluconate de calcium avec. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut appeler le pédiatre de garde? Le pédiatre de garde. Pédiatre de garde. Eh bien, il arrive. 1, 2, 3, bravo. Bravo. Fatem Zara, elle est partie? Ok, pas grave. Bah, bravo, installez-vous. Encore des applaudissements pour les courageux. C'est bon? Vous voyez? Ben, bravo. Comment vous vous êtes senti? La situation était un peu difficile. Vous étiez stressé, quoi? C'était quoi les comme émotions? Oui, on est stressé. Parce qu'on n'a pas encore étudié la pédiatrie. Donc, c'était un peu difficile pour nous. D'accord. Et pour vous? Moi aussi, je n'étais jamais été confrontée à une telle situation en urgence. Je suis toujours l'externe qui observe, qui aide. Du coup, c'était difficile. C'était difficile, mais c'est à refaire. D'accord. Très bien. Et pour vous? Bon, toujours, on arrive à apprendre beaucoup de choses en faisant des tels scénarios de simulation. Ça fait plaisir d'être introduit aussi à des scénarios de pédiatrie, parce que ça fait toujours peur la pédiatrie pour les externes et les étudiants. Oui, bien sûr. D'accord. Et pour la sage-femme? C'était une expérience exceptionnelle. Être dans le ring avec les médecins et aussi avec l'intervenant qui nous a sauvés. Alors vraiment, j'avais aussi le stress. Franchement, c'est une expérience à faire et à refaire. J'aurais aimé avoir Fatem Zara avec nous aussi parce que, d'une part, pour lui parler, parce que c'est des situations qui arrivent, qu'on puisse se sentir mal à l'aise pendant qu'on fait une garde, et éventuellement soit par le stress, mais si on ne prend pas soin de nous, parce que ça nous arrive, et vous allez voir quand vous allez faire le résident par exemple, vous pouvez oublier de manger, vous pouvez oublier de faire, vous reposer de temps à autre, et par moments on peut être surmené et on peut faire des malaises par la suite. Donc c'est important de savoir comment on fonctionne, nos besoins, c'est important. Et comment gérer par la suite le stress et les émotions. Je ne vous cache pas, moi aussi je suis en débriefing, mais moi aussi j'ai stressé à un moment donné. Et puis je salue ton courage de venir volontairement vouloir remplacer Fatem Zahra. Et je trouve que, mis à part la situation où on est là, l'esprit d'un médecin, c'est ça. C'est-à-dire quand il y a affaire à aider, c'est une façon d'être, pas que dans l'hôpital. C'est-à-dire même quand on est à l'extérieur, cet instinct-là de médecin qui veut aider, qui est là, s'il peut faire quelque chose, il va le faire. Ben, je vous en félicite encore une fois et je vous félicite d'avoir joué le jeu jusqu'à la fin. Alors, sur le plan non technique, si on veut dire, mais comment vous vous êtes senti en équipe? Je ne veux pas faire la comparaison, mais comment vous vous êtes senti au départ?
travail d'équipe. On a travaillé comme une équipe. C'était super. Vous vous sentiez inclus. Vous vous sentiez inclus. D'accord. Vous aussi, vous vous sentiez inclus? Oui, on travaillait en équipe, mais on était un peu perdus au début. On ne savait pas par où commencer. Vu qu'on n'a même pas encore vu la théorie sur la pédiatrie, on n'a pas encore étudié le module. On a essayé de sauver la situation. Vous avez fait. Oui. Vous avez fait. D'accord. Donc, pour le public, est-ce que, j'ai oublié de vous demander comment vous vous êtes senti? Est-ce que quelqu'un est volontaire pour dire comment il s'est senti dans la situation? C'est juste les émotions, ce n'est pas des informations. Nour, tu veux bien choisir quelqu'un? Personne ne s'est senti engagé émotionnellement ou pas? C'est-à-dire c'était pour vous une situation normale? Hein? Vous n'étiez pas stressé? D'accord. Vous voulez parler? Oui. Bon, bravo pour toute l'équipe, mais moi au contraire j'ai ressenti qu'ils ont été un peu stressés. Et vous? Vous vous êtes senti stressé Oui, aussi? oui, on a partagé le stress. Mais c'était une situation très délicate. D'accord. Ouais. Okay. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Je félicite toute l'équipe pour leur intervention. C'est pas facile d'être sur le ring. Être ici, hier on a fait la différence et vous perdez toute notion de connaissance une fois là-bas. Ouais. Mais une chose que j'ai trouvé très importante, c'est qu'ils ont verbalisé. Oui. Toutes les étapes, elles étaient verbalisées. Et ça fait partie, ça nous rend partie du scénario. Donc bravo à eux. Très très bien. Ok. Est-ce que vous avez senti qu'il y a un leader dans le groupe? Oui, on a ressenti un peu de leader dans le groupe. C'est qui était le leader? Qui était le leader? Et avant lui, il y avait... Est-ce que vous avez senti qu'elle avait le leadership? Fatem Zarajba. Oui, elle a essayé d'anticiper avant. Elle a bien fait. Oui, c'était très bien. Et Ayoub, comment tu t'es senti autant que tu as pris le lead? Oui. C'était comment? C'est venu spontanément En connaissant quelques notions basiques sur la BCDE et en passant dans le service de néonatologie, j'ai pu sauver le nouveau-né. Alhamdoulilah. Donc, parmi les choses à retenir éventuellement, c'est que dans une équipe, c'est important de distribuer. Vous avez senti que vous avez distribué les rôles entre vous. C'est important que le plus expérimenté ou celui qui a le plus de compétences et qui sait qu'il peut intervenir, de prendre le lead et anticiper, voir, et puis organiser les soins par rapport à toute l'équipe. Mais aussi, comme vous avez parlé de théorie, c'est important d'avoir des documents sur soi. C'est important d'avoir des repères, savoir, même si on a appris, même si vous avez fait le cours théorique, quand il s'agit de garde ou quand il s'agit de pratiquer, c'est important d'avoir des mémoires, c'est-à-dire des aides-mémoires. Et voilà, donc c'est pour dire que la situation, c'est important d'en avoir. Vous l'avez expérimenté directement. Maintenant, si on va sur le patient lui-même, c'était quoi la situation clinique? C'était un nouveau-né à H20 de vie qui est venu pour cyanose. Il a fait 2 épisodes de cyanose. Sa maman, elle avait une infection urinaire avec des écoulements purulents, apparemment. On lui a fait l'oxygénothérapie parce qu'elle a désaturé. Sur la situation clinique, si je reste seulement sur les accès de cyanose, c'est-à-dire, si vous voulez les transmettre sur le plan médical,
quel est le premier... Il était en détresse respiratoire. Vous avez pensé à une détresse respiratoire. Donc, vous avez la grande ligne qui est accès de cyanose ou cyanose du nouveau-né. Donc, on était sur le respiratoire éventuellement. Et donc, sur le respiratoire, comment était le patient? Sur le plan respiratoire, quand vous avez examiné au départ le patient, comment il était? Il était en apnée. Au départ, quand vous l'avez vu au départ. Alors, sa fréquence respiratoire était à combien? 98 ou le chef. Ça, c'était la saturation. La fréquence respiratoire 46 jours. C'était à 40. À 46. Est-ce que vous avez posé la question si le patient est en détresse respiratoire? Non. Non. Oh non. Donc, sur tout ce qui est respiratoire, je vais aller voir et, la fréquence respiratoire, la cyanose éventuellement, la saturation, mais également les signes de lutte respiratoire. Et sur l'échelle ABCDE, éventuellement, que Fatem Zahra avait initié, les voies aériennes supérieures étaient libres, puis vous êtes allé sur le B qui est respiratoire, et ça va de soi par rapport à la cyanose, ou les accès de cyanose. Après, si ce n'est pas respiratoire, parce que là, respiratoirement, sur le plan respiratoire, il était stable. Qu'est-ce que ça pourrait être, autre des accès de cyanose? Et ça va suivre dans le C. Hein? Cardiopathie congénitale. Circulatoire. Le circulatoire, qu'est-ce que ça pourrait être? Une cardiopathie Congénitale. Notamment, parce qu'il vient de naître. Le CIV, CIA. Éventuellement. Et est-ce que vous avez posé, par exemple, la question par rapport à son Apgar? Non. Non, on n'a pas calculé directement. Oui. Alors, je fais ce détour pour juste dire que il y a une pathologie qui est en général très connue chez le prématuré, mais également qui a un lien avec l'adaptation de la vie extra-utérine. S'il y avait une asphyxie périnatale, en général, il y a la persistance du canal artériel. Et ça peut donner des accès de cyanose éventuellement. D'accord? Ok, donc cardiopathie congénitale éventuellement. Et là, même avec l'ABCDE, on va aller vers ce que vous avez trouvé par la suite. Le plan neurologique avait une convulsion. C'était des convulsions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des convulsions juste avec des accès de cyanose chez un nouveau-né. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu poser comme question au départ et que vous avez peut-être omis avec le stress de poser comme question? On en a déjà parlé d'une, qui est l'asphyxie périnatale. Quelque chose de très, très, très important. L'accouchement, les circonstances. Est-ce qu'il est prématuré? Il est un prématuré, par exemple. Très bien. Donc, est-ce qu'il est donc la gestationnelle, c'est important. Autre chose qui est importante avec la gestationnelle est très importante en pédiatrie en général. Le déroulement de grossesse. Très bien. Aussi. La maman, le dépistage, si elle est infectée par le strepto. Oui, éventuellement, vous avez demandé l'anamnèse infectieuse. Elle n'était pas très élaborée comme... parce que c'est la sage-femme qui a facilité un petit peu la chose en vous annonçant. Mais à vrai dire, il y a un questionnaire par rapport à l'anamnèse infectieuse. Est-ce que vous connaissez quelques items pour l'anamnèse infectieuse? Du nouveau-né. Pour le nouveau-né. C'est-à-dire l'anamnèse infectieuse, on la pose à la maman pour voir le risque que peut avoir un nouveau-né d'avoir une infection néonatale. Est-ce que tu as une idée, Ayoub? Oui. Donc les questions, c'est est-ce que la maman avait une infection documentée dans le 3e trimestre, une fièvre au-delà de 24 heures, une rupture prématurée de membrane, une durée de travail prolongée. Une fièvre? Et une fièvre. Une fièvre au cours de l'accouchement éventuellement. S'il y avait une grossesse gémellaire, en général, si un nouveau-né est infecté, l'autre est à grand risque d'être infecté éventuellement. D'accord. Donc, dans les mêmes circonstances, et après je vais venir sur ce que j'ai demandé au départ, parce que je n'ai pas oublié, mais quand vous êtes sur le déroulement de la grossesse, qu'est-ce qu'il faut poser comme question aussi dans le déroulement de la grossesse? Est-ce qu'elle était suivie ou non? Oui, très bien. Et notamment, ça veut dire quoi une grossesse bien suivie? Plus de 3 échographies, un bilan. Oui, très bien. Et après, c'est vrai qu'on fait des échographies et des bilans, mais il y a quelque chose d'essentiel, on n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'on a retenu comme diagnostic à la fin?
Pas grave. Est-ce qu'il y a une notion de diabète gestationnel, de Très préclampsie? très bien, il faut poser cette question. Le régime alimentaire, est-ce qu'il y a un traitement qu'elle prend éventuellement? Est-ce que vous avez posé par exemple les traitements? Quel serait éventuellement un traitement à poser qu'elle prend? C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête. Et c'est en général des traitements, si elle ne prend pas de la vitamine B12 avant la grossesse, il y a un risque d'anomalie du tube neuronal. C'est quoi? Vitamine B9. Mis à part ça, il y a un traitement qu'on prend chez les jeunes femmes et qui peuvent donner des conséquences à l'accouchement, mais aussi à la conception de l'enfant. L'acide folique? Oui, éventuellement, mais qu'est-ce qu'il a fait le bébé? La Hypocalcémie. convulsée, ça serait quoi la pathologie de la maman éventuellement? Les magnésium. antiépileptiques. Les antiépileptiques, notamment les barbituriques éventuellement. Il faut poser la question parce que ça peut donner par la suite des hypocalcémies. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que la maman prend. Il n'y a pas seulement des stratifiés, c'est-à-dire il faut stratifier les questions et poser certaines questions importantes. Donc la prochaine fois, éventuellement, vous ferez quoi quand vous êtes devant un bébé et une maman? On va insister sur les antécédents de la maman et du nouveau-né afin de ne pas louper. Très très bien, notamment s'il y a une pathologie courante, s'il y a un traitement qui est pris couramment. Et puis, voilà. Donc, il y a aussi chercher une autre situation à risque qui est très fréquente au Maroc, dans le même concept, qui va entraîner une hypocalcémie. Et pendant Covid, on cherchait beaucoup cette anomalie métabolique. On avait deux choses qu'on avait comme conséquence par la suite. Et d'ailleurs, on le donnait dans le traitement. On donnait le fer, on donnait quoi? La vitamine. Le zinc. On donnait le zinc, très bien. Et là, Vitamine D. C. la vitamine D. Et en général, les femmes marocaines, on a une grande carence en vitamine D. Donc, ça serait intéressant de poser la question éventuellement sur le statut de la maman par rapport à la vitamine D. Très, très bien. Après, dans l'examen clinique, et donc je reviens à ma première question que je n'ai pas oubliée, qu'est-ce qui est important de demander au départ, que vous n'avez pas demandé? En général, on le voit, mais on peut quantifier. Comment vous donnez des médicaments à un enfant? Le poids. Bien sûr, le poids. La courbe de croissance. Est-ce que vous avez demandé quel est le poids du bébé? Est-ce que vous voulez savoir quel était le poids du bébé? Oui. C'était 5 kg de sang. Donc déjà, rien qu'avec le poids et les convulsions, vous aurez probablement tiqué, et très bien par rapport à la pathologie infectieuse, mais aussi les pathologies qui sont métaboliques. Donc c'est important de connaître la gestationnelle et le poids du patient. Maintenant, c'est la même chose s'il était hypotrophe, c'est-à-dire s'il avait 1,5 kg ou moins de 1,5 kg, il y a plus de risque d'hypocalcémie par la suite. Très très bien. Donc, vous étiez sur l'anamnèse infectieuse et la pathologie infectieuse, je vous en félicite. Et donc, vous avez suspecté une méningite néonatale ou infection néonatale à localisation méningée. Maintenant, quel était le premier bilan que vous aviez demandé? On n'a pas fait l'APL. Ah, c'est-à-dire quand je suis sur une méningite néonatale, le premier bilan à demander, c'est plutôt la ponction lombaire. Avant la NFS et la CRP. Notre patient est certes à H20 de vie. Est-ce que vous pensez qu'une CRP qui est négative aurait éliminé éventuellement une méningite néonatale ou une infection néonatale? Non. Non. En général, c'est 24 heures. 24 heures, très bien. On peut avoir, si elle a la valeur, si elle est positive avant, on prend en considération. C'est-à-dire elle peut être positive même avant H12. Mais si elle est négative, elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que si positive. Donc on refait à H24 pour savoir ce qu'il en est. Très bien. Donc la PL aurait été plus appropriée que la NFS et la CRP. NFS-CRP, ça va nous orienter, mais ce n'est pas le plus important. Donc la PL était normale, éventuellement, si vous l'aviez demandé par rapport à ce patient. Maintenant, vous avez pensé aussi à une hémorragie intraventriculaire ou autre aussi. Ça peut être quoi d'autre? Un hématome. Oui, cependant, elle est en césarienne programmée, donc en hématome, plus ou moins. Vous avez parlé de hémorragie intraventriculaire. Oui.
En général, il y a des circonstances pour ça. Notamment, on en a parlé, cette pathologie qui est l'asphyxie périnatale et les pourvoyeuses d'hémorragie intraventriculaire, éventuellement les troubles de crase sanguine. Mais l'ETF, on peut montrer quoi d'autre? Parce que c'est un nouveau-né. Hydrocéphalie. Oui, éventuellement. Et surtout, les malformations en général. Ouais. L'enfant nouveau-né, c'est dépistage des malformations. Et donc l'ETF aurait servi à ça, éventuellement. Très bien. Par la suite, et vous avez bien fait au départ, c'est-à-dire vous avez demandé mais ici on le met ici. Dextro. Le dextro, très très bien. Donc c'est un geste à faire dès le départ, c'est-à-dire dans le D, quand on a la convulsion, on commence d'office par un dextro parce qu'on a juste à côté et on peut juste resucrer le patient et arrêter les convulsions. Donc ça aussi c'est un réflexe. Devant les convulsions néonatales, il faut toujours faire un dextro et demander une glycémie sur le ionogramme quand vous allez le faire par la suite. Le dextro était normal et donc il fallait toujours garder à l'esprit qu'il pouvait avoir éventuellement une hypocalcémie, chose qu'il avait faite. Alors, est-ce que vous savez pour ce patient, pourquoi il ferait une hypocalcémie? C'est une question un petit peu piège, parce qu'on ne sait pas par rapport aux mères diabétiques quel est le mécanisme, on parle de fuite, mais il faut savoir que le nouveau-né a ses réserves de la maman, c'est-à-dire il ne métabolise pas lui-même. Et donc, c'est les réserves qu'il prend de la maman qu'il va utiliser pendant les premiers jours de vie, notamment les 24-48 heures. Et donc, il y a une hypocalcémie qui est physiologique. En général, elle passe asymptomatique. Mais dans des situations de stress, comme on a vu le macrosome de mère diabétique, quand on a vu le prématuré éventuellement, asphyxie périnatale, hypotrophe, on va utiliser plus la réserve et l'hypocalcémie va être plus aggravée. Et donc, elle sera manifestée par éventuellement la convulsion, mais également, ça pourrait être quoi? Parce que là, il faut toujours chercher, c'est le couple. Et vous en avez parlé au départ. Dans la règle A et B, la détresse respiratoire. C'est-à-dire on peut avoir une détresse respiratoire ou des convulsions, trémulation, irritabilité éventuellement. Il faut penser à l'hypocalcémie. Des trémulations, est-ce que vous savez la différence entre trémulation et convulsion? Est-ce que vous pouvez faire? Si on met nos mains sur les mains du nouveau-né, il arrête. Ça, c'est des trémulations. S'il n'arrête pas, c'est des convulsions. Très très bien. Oui, c'est ça. En fait, quand on arrive à arrêter les mouvements saccadés de l'enfant, c'est des trémulations. Et si on n'arrive pas, parfois même quand on a boxage, pédalage, l'enfant, même si c'est un nouveau-né, il va pousser notre main. Mais il ne faut pas vraiment être très fort. Il faut juste mettre et essayer juste de mettre une petite force. Maintenant, dans les cas d'hypocalcémie, même des trémulations qui persistent, il faut les considérer comme pathologiques et pas seulement quelque chose de physiologique et de normal chez l'enfant et aller explorer s'il trémule énormément. Très très bien. D'accord. Donc vous avez mis le patient sous antibiothérapie. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous étiez sur méningite, vous n'avez pas mis sous... D'accord. Est-ce qu'il fallait mettre sous antibiothérapie, ce patient? Oui, on doit le mettre. Très très bien, parce que il y a un risque de sepsis, non? Sepsis, mais également, vous avez suspecté Méningite. Une méningite. Est-ce que vous avez pu l'éliminer dès le départ? Non. Non. Donc, du coup, quand on n'arrive pas à éliminer d'office ou d'emblée une méningite néonatale, c'est l'urgence. Donc, je vais mettre sous antibiothérapie et une dose méningée. Je laisserai Ayoub dire peut-être est-ce que tu connais les doses? C'est 3G. 50, oui, 80. 80, c'est la dose de sepsis, mais pour la dose ménagée, c'est en général 100 mg kilo. Est-ce qu'on donne seul la ceftriaxone? Non. Hein? Qu'est-ce qu'on ajoute? Jonta. Très très 5 bien. mg. Très très bien. Voilà. Il faut toujours un effet synergique et donc bi-antibiothérapie chez le nouveau-né, jamais, jamais, jamais une monothérapie. Parce qu'il y a un risque de sepsis et on doit optimiser l'action synergique des deux antibiotiques en même temps. Donc inférieur à 1 mois, voire inférieur à 3 mois, toujours l'antibiothérapie et les en bithérapie
et pas en monothérapie. Très bien. Donc notre patient, on aurait mis sous ceftriaxone et gentamicine. Est-ce que c'est un patient que vous aurez rendu à la maman? Non. C'est un patient à... On doit le garder sous surveillance. Voilà. Et où? Où est-ce que vous allez le garder sous surveillance? En réanimation néonatale. Très bien. Et d'ailleurs, je te félicite, Elioub. La dernière phrase, c'était on appelle le pédiatre de garde, éventuellement pour l'hospitalisation, puisque ce n'est pas un patient qu'on va garder aux urgences, c'est un patient qui doit être monitoré, mis dans une couveuse, parce qu'il faut le mettre dans un environnement propice pour lui, notamment pour éviter l'hypothermie. Voilà. Et donc, qu'il soit coucouné et scopé tout le temps. Parce que c'est des bébés qui peuvent éventuellement convulser à n'importe quel moment et faire des bradycardies, des apnées. Et donc, le monitorage va nous aider par rapport à ça. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose, par exemple? S'il va en réanimation néonatale, nous, on a vu... Appeler les parents et les... Pour l'interrogatoire, pour mener... Pour l'interrogatoire et les informer. Très bien, ça c'est un très bon réflexe. Avant toute action par rapport aux enfants, il faut toujours informer les parents et les inclure dans la prise en charge. On ne va pas juste prendre le bébé et le mettre en réanimation. Ça nous est arrivé des parents qui cherchaient leur bébé, ils pensaient qu'il est mort ou autre chose, alors qu'il suffisait juste de lui dire que le patient est en réanimation néonatale, et pour plusieurs raisons, notamment aussi pour que l'allaitement maternel se fasse. On ne va pas priver le nouveau-né parce qu'il est en réanimation néonatale de l'allaitement maternel éventuellement. D'accord. Pour l'hypocalcémie, comment vous avez traité? Gluconate de calcium. Très très bien. Je ne vais pas entrer dans les détails de la posologie parce que pour moi déjà, pour vous, à votre niveau, reconnaître l'hypocalcémie, c'est important. Et savoir aussi que c'est un patient qu'on ne doit pas lâcher, c'est un patient qui doit être hospitalisé et surveillé, et que le traitement de l'hypocalcémie au départ, c'est à travers le gluconate de calcium. C'est un patient qui a convulsé, donc on donne une dose de charge, puis par la suite une dose d'entretien, et on va revérifier la calcémie par la suite. Est-ce que je peux monter un peu de difficulté ou pas? Si c'était réfractaire, par exemple, au traitement... pas la peine. Alors, si c'est réfractaire, en général, il faut chercher le magnésium aussi et voir s'il y a une hypomagnésémie, corriger le magnésium et ça va aider éventuellement. Mais si ça ne marche pas, il faut aller dans d'autres étiologies, notamment le syndrome de Di-George et éventuellement, vous auriez pu peut-être demander est-ce qu'il y a une dysmorphie faciale, l'auscultation cardiaque. On demanderait, vous avez demandé une radio de thorax, je pense. Oui. Alors, pourquoi vous avez demandé la radio de thorax? Je pense qu'ils ont suspecté l'hernie diaphragmatique au début. Ils étaient sur une détresse respiratoire alors que le patient n'était pas en détresse respiratoire. Mais si c'était dans le cadre d'hypocalcémie, on aurait cherché quoi? Mais ce n'est pas en première intention. C'est-à-dire c'est une hypocalcémie qui va être réfractaire avec une dysmorphie faciale. Je vais chercher le thymus, une agénésie du thymus. Et donc, on aura un médiastin qui est normal. On aura une agénésie du thymus avec les parathyroïdes. Et ça expliquerait l'hypoparathyroïdie éventuellement. Et demander une TT dans le cadre malformatif. Très bien. Donc, si on veut résumer en quelques points ce que vous avez retenu par rapport à cette séance. Peut-être une seule chose. Il faut toujours corriger les urgences vitales. Il ne faut pas sous-estimer le patient. S'il est un nouveau-né, donc il ne parle pas, il ne crie pas, ça ne veut pas dire qu'il va bien. Bravo, oui. Et donc le temps d'anamnèse est important. Oui. Oui, le temps d'anamnèse est important. Il faut avoir toutes les informations qu'on peut avoir. Il faut aussi parler aux parents et surtout à la maman pour essayer de s'orienter et savoir s'il y a une relation avec l'accouchement, s'il est bien passé, pour l'anamnèse infectieuse notamment. Très bien. C'est bien. Il faut interroger la maman sur ses antécédents, les médicaments qu'elle prenne.
Il faut aussi prendre le patient en sa globalité, c'est-à-dire voir le plan respiratoire, cardiologique, neurologique. Très bien, d'accord. Ayoub? Le point important que j'ai retenu, c'est si on ne peut pas éliminer une méningite, il faut toujours démarrer une antibiothérapie, ceftriax 100 mg et Jonta 5 mg. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait dire s'il a retenu quelque chose ou quelque chose que vous allez répéter dans votre pratique par la suite? Est-ce qu'il y a des volontaires? Non, il n'y a pas de volontaires. Vous n'avez rien retenu? Une chose. Même si c'est Eye of the Tiger, comme chanson. Alors, peut-être pour résumer, c'est toujours rester didactique. Le temps d'anamnèse est important. Les apnées ou les cyanoses n'est pas seulement synonyme de... J'ai retenu que chez un nouveau-né, on doit donner une bi-antibiothérapie. Très très bien, merci. Autre chose? C'est facile, c'est la première phrase qui est difficile, c'est le premier pas qui est difficile. Oui? Chez un nouveau-né qui convulse, c'est mieux de demander une PL en premier plutôt qu'une NFS ou une CRP. Et oui, vous me rappelez, puisqu'il convulse, il faut toujours arrêter la convulsion. Vous avez mis le midazolam. En général, c'est comme ça qu'on arrête. C'est soit midazolam, soit Gardena directement, et pas le diaphragme. C'est pas indiqué chez le nouveau-né. Très, très bien. Autre chose? Même si c'est non technique, c'est-à-dire sur, la façon de travailler, si vous retenez juste aussi quelque chose par rapport à comment à être, ça c'est aussi important. Est-ce que quelqu'un a été touché ou a retenu quelque chose par rapport au non technique? C'est-à-dire la façon d'être. Comment vous agirez quand vous serez de garde? Est-ce que quelqu'un peut être volontaire sur quelque chose qu'il a appris ou qu'il pratique ou qu'il veut pratiquer par la suite quand il sera de garde? Allez-y, n'ayez pas peur. La question est claire? Si c'est clair, levez la main. Il y avait aussi une bonne communication interpro, que ce soit du côté de l'infirmière qui guidait sans ce qui se passe, que ce soit entre les médecins eux-mêmes. Il n'y avait pas un sens de hiérarchie, et c'est essentiel pour le déroulement d'un bon scénario et d'une bonne maîtrise dans Real Life. Très très bien, merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de ce scénario. Je vous remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir eu le courage d'être là, d'avoir mené le jeu jusqu'à la fin et d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Je vous souhaite bon courage, tout le succès du monde pour ce qui reste dans vos études médicales et à très bientôt. Je suis contente de vous retrouver pour le deuxième round de la CIM urgence pédiatrique, donc le ring 360. Donc, je pense que c'est à peu près les mêmes personnes qui étaient là ce matin. Donc, la situation est très différente de celle que vous avez vécue ce matin parce qu'il s'agit d'une enfant qui est plus grande. Donc, c'est une adolescente de 14 ans qui va venir vous voir aux urgences et vous allez découvrir pour quel motif. Donc, pour cette situation clinique-là, vous êtes dans une salle de déchocage, vous avez un mannequin donc à votre disposition que vous pouvez examiner. Donc je vous invite à bien l'examiner. Vous aurez la maman qui va venir avec elle, qu'il ne faudra pas hésiter à interroger, et l'infirmière qui sera avec vous. Donc vous pouvez lui demander de vous faire des bilans, de vous monitorer votre patient. Alors, je vous rappelle que nous sommes là dans un contexte dans la joie et la bonne humeur pour apprendre ensemble et pour pouvoir retenir le maximum. N'hésitez pas à verbaliser tout ce que vous faites. Comme ça, vu que le ring il est un peu haut, comme ça, toutes les personnes qui sont de l'autre côté peuvent vous entendre. Donc, j'aurais besoin pour cette situation clinique-là de 2 volontaires. Messieurs, tu veux? Oui? Très bien. Vos prénoms? Youssef et Amin. On les applaudit bien fort. Donc, Madame l'infirmière, donc, qui s'appelle Wided, n'hésitez pas à
à la solliciter, et la maman, Fatem Zahra. Donc on applaudit bien Amine et Yassine. Très bien. Donc je vous invite. Donc voici la patiente. Donc l'infirmière qui sera avec vous et la maman. Donc le scope, les traitements. Vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Donc je vous laisse. 3, 2, 1, c'est parti. السلام عليكم لاله. سلام السيدي. شريفه بخير، شنو الحمد المشكل؟ لله. ما عرفتش، انا عيطوا لي من الدار في أها. ليكول قالوا لي راه بنتك سخفات وداتها الوقايه المدنيه، انا ما عرفتش مالها. واخا لاله واش كانت في الدراسه صباح مشات للمدرسه تعيطوا لي. تداوي على شي حاجه؟ لا بنتي لاباس عليها الحمد ما لله. عندهاش السكر ولا؟ لا ما كداوي على حتى شي حاجه. ما عرفتش عندها مالها. سكوب عافاكم السكر في لافامي؟ لا ما عندنا حتى شي حاجه، ما كنتشكاو من والو، ما عرفتش مالها سيدي. هي تطيح من قبل؟ لا لا عمرها ما ما وقع كانتش لها حتى شي تتغيب؟ حاجه نهائيا. ما تداويش على الصرع ولا شي حاجه؟ لا هي والو. فابونوز. ما تتعطيهاش شي عشوب ولا شي حاجه؟ لا الصباح فطرات مزيان عادي معانا، مشات للمدرسه. دون ديزابيو الباسيون؟ تعيطوا لي. ديزابيو الباسيون. On déshabille. ما طلعتش لها السخانه هاد الايام الاخرى؟ لا كانت مزيانه بنتي، كانت مزيانه ما بها والو. كيطاني ما كاينش ديتاج كيطاني ولا شي حاجه؟ Non. فريكونس كاردياك مزيانه. سنتروم مينانجي. ساتوراسيون مزيانه دونك ما تحتاجش سي فو بلي كانيول دكادير. كانيول دكادير. باسيون سكوب. ساتوراسيون مزيانه. شويه اون طاكي كاردي. صافي حتى بون اونفون صافي. circulation, coloration ديال la coloration. La patiente est cyanosée ou pas? Fréquence respiratoire normale. Fréquence respiratoire. Demande dextro. عفاك ديكسترو. Dextro 1,2. 1,2. نورمال. نورمال. شحال؟ لي زونتيسيدون ما كاينش شي حاجه في لافامي. ما عمرها داوت على شي حاجه كاع؟ لا ما كداوي على حتى شي ما حاجه. تتمرضش بزاف؟ لا نهائيا. ما جاتهاش شي كحه ولا داوت على؟ ما كداوي على والو. ما ضروهاش ودنيها؟ لا ما كانتش مريضه نهائيا. اكزاما ابدومينال؟ نورمال. الصباح فطرنا مجموعي ما بها حتى شي حاجه. ما ضربهاش شي واحد قالوا لك في المدرسه ولا لا طاحت انا ولا؟ حتى جيت قالوا لي الوقايه المدنيه اللي جابتها، انا ما عرفتش شنو بها، ما عرفتش. Une NFS s'il vous plaît. Une NFS? Ouais. Yono. Bilan rénal. Ok. NFS normal, ionogramme. ما عرفتش واش فيها السخانه ولا ما فيهاش السخانه. ناخذ ميزان الحراره. ميزان الحراره عفوا. تمنية 38,5. ريكتال. انتيبيريتيك. انتيبيريتيك. شنو نعطي؟ باراسيتامول. اها شحال نعطي؟ عطيوه 500 ملغ. اوكي. شحال عندك 14؟ نعم. شحال معاهم؟ 14 عافاك. CBU. Le CBU? Si c'est possible, chez Radio Thorax. Radio Thorax? Ouais, je viens d'abord le Radio Thorax ou le CBU? Non, c'est le CBU ou Radio Thorax. D'accord, le CBU en cours.
بوزيسيون لاترال سيكوريتي بوزيسيون لاترال سيكوريتي. عاونوني راه ثقيله. اها ما عمرها شريفه جاتها بحال هاد الحاله؟ لا اول مره نشوفها بحال هكذا سيدي، عمرها ما درت لي هكذا. ما تخليهاش شريفه راه ماشي مشكله بحال ماشي مشكله لكن اونتي ابيليبتيك. لا ماشي باكي. نمشي دابا ريسبكتي ريسبكتي كيف ابيليبتيك خاصها غير تشوف شحال الوقت سمعنا بستراتوكسيك نسالي سيدي ما جاواش الحلقه من هنا مؤخرا عفاك الريزلت ديال السباقي باقي. لا مازال معطل. شحال عمرها بعدا؟ 14 عام. 14 عام. واش ندوز لها ميدازولام ولا ندوز لها شو كدير بعدا دابا هاديك؟ فين كريز ابيليبتيك. ندوز لها شي حاجه؟ شحال الوقت دابا هي باش غير 5 دقائق دابا وهي معانا. اقل من 5 دقائق. 5 دقائق دابا وهي معانا. يا منين دخلت هي فاش بدات كتكونفولسي. لا مازال فولا ريسبكت. ما دارش شي ايبيزود قبل منا. لا اول مره نشوفها بحال هكذا. ما عمرها ما عجبتها بحال هذه الحاله. نهائيا. في العائله شي واحد تيداوي على الصرع عندكم في العائله؟ ما مشكل في العائله ديالنا، ما عندناش هذا المشكل. انا تيبان لي ممكن ندوزو لها شي حاجه. مازال الوقت. واخا ندوزو دي باكي. دي باكين نون ديسپونيبل. الحق راه عندي ميدازولام وعندي الكاردينال عندي ديازيبام. شنو بغيتي؟ عتقوها لي عافاك راه ماشي ديساتور درنا الماسك. كنا دايرين لينا لما درت حاجه كانت ساتوراسيون ديالنا كانت مصابي كانت مزيان ريسبيراتور كانت مزيان ماسك ديالي سيري تخاطر كيف بالهم اطلع ندوزو لها؟ هو في يدي. الا كان دوزي لها؟ كي ندوزو لها؟ نبقى غير كتار. صافي داز. فاليوم داز. السي باقي ما خرجش لي ريزلت ديالو. لا مازال. عافاك خصنا نديرو ايماج سكانر. سكانر. اها ستابل. حبسات بعدا لي كونفولسيون. اها ما كان درت شي كسيده في الصغار ولا شي حاجه. ما درت شي اكسيدون في صغرها ولا شي حاجه؟ لا لا طاحت على راسها شي لا عمرها ما طاحت. ما عمرها كانت شي حاجه. ها هو الكونت روندو. عافاك. توجور اون كوما. شوف عينيا كي محلولين. خصنا كلاسكو. سكورت كلاسكو. نعاود نشوفوا السخانه. نعاود نشوفوا الفيغ. دوزنا انا باراسيتامول في الاول. طلعت 33. السي بي او مازال ما خرجوا لي ريزلت ديالو. راديو بوراكس. عمرها 14 عام. مش انفكسيون خاصنا نسوي انفكسيون. حيت
واش عندها شي ميكروب في الراس سيدي؟ جبتو السكانير قبيله شنو لا ماشي ميكروب في الراس لا، خاصنا نزيدو نشوفو نقلبو المشكل منين جاي ديال هاد الطيحات اللي تدير، هاد الطيحه اللي تدير، وعاد وعاد نقدروا نجاوبوك لالا. واخا ندوز شي حاجه؟ لا بور لو مومون لا. نعاود نزيد لها باراسيتامول ولا شي حاجه؟ شحال ديال الوقت باش دوزنا دابا؟ واش شي 10 دقائق دابا هكاك. لا باقي. مازال. كريز ابيليبتيك سامبل كي مع كريز فيفري فيف انفيريور 38.5 راه سامبل 39 على كريز فيفري هادي في الكونتكست انفيكسيون. نقول لك فيها ما يكونش فيها عينيها مالهم محلولين ميدغياز لا des signes d'hypertension intracrânienne. سكانر نورمال سكانر سون نورمال. نقدروا نديروا شي بونكسيون لومبير. نقلبها لكم في الجنب وديروا البونكسيون الا بغيتو. نديروا بونكسيون اها Vous avez fait la ponction? Est-ce que vous avez le résultat de ponction? هادي الريزولتا ديالها. نزيد ندوز لها شي حاجه ولا هذا؟ واش اللي مفهوم ابدومينال علاش يلاه عيطوا ليا من المدرسه قالوا لي صحاباتها عطاوها شي حاجه تاكلها، ما عرفتش واش تنفعكم هذه المعلومه ولا لا، ولا خدات شي حاجه. ما عرفتي شنو بالضبط هاد الحاجه اللي خدات، ما بالضبط قالش شنو ماكله ولا شنو. ما عرفتش خرجوا على برا عطاوها شي حاجه صغيره كلاتها، ما عرفت شنو. يا اون دياري نو با دياري اكزامان ابدومينال نورمال. هي عينيها حمر. شنو يقدر يكون؟ ياك ما عطاوها شي حاجه مسمومه كلاتها، حيت انا بنتي عمرها ما دارت ليا بحال هكا. يقدر يكون غالبا داكشي اللي كلات هو اللي اثر عليها، ولكن ان شاء الله غادي نلقاو الحل غير ارتاحي لالا. نديرو تحليله ديال البول. التحليله ديال نقلبوا على شي حاجه تكون كلات درنا شي دواء ولا شي حاجه. ميتيو سي بي ايموكولتور نورمال. هذا ماشي لو سي بي. خاصنا ندوزو On appelle le centre antipoison. Ok. 3, 2, 1. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort.
On va s'installer. Donc on les applaudit bien fort encore une fois. Donc on applaudit Youssef et Amine pour leur prise en charge. Merci beaucoup. Donc d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous vous êtes senti face à cette situation clinique? Bon, la vérité, c'était hyper stressant. Tu te sens vraiment dans le bain. Tu perds tout ce que tu as dans la tête. Donc, Est-ce que vous pensez que c'est normal d'être stressé dans cette situation? L'assistance. Oui, on est bien d'accord. C'est quand même, déjà, on est dans une salle de déchocage. Donc ce stress-là, il y a quand même un enfant qui vient chez vous en détresse vitale. Donc forcément, comment on se sent stressé? Et toi, Amine? Au début, حاولت أن نبقى calme, نكون méthodique, mais après avec les bilans qui sont revenus négatifs, le stress بدا كيمونط شوية بشوية donc Le stress de performance. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est normal d'être c'est le but de cet exercice-là, c'est de pouvoir gérer ses émotions dans des situations de stress. Alors, Madame l'infirmière, comment vous vous êtes sentie? Je me suis sentie stressée aussi. Et puis, j'étais entre vouloir aider sans intervenir et en même temps, je voulais aider. Voilà. Et la maman? J'étais vraiment stressée autant que maman. Mais il me rassure, le médecin me rassure. Il vous a rassuré. Très bien, ça nous permet de rebondir sur cette relation-là entre les soignants et la maman. Comment est-ce que tu t'es trouvé avec la maman? bah, heureusement que c'était une maman un peu. Elle était gentille parce que le ouais, cas était compliqué. Ouais. Donc la maman, parce qu'elle était gentille. Ouais, elle était gentille avec nous, mais c'est normal. Elle était stressée pour sa fille, vu le cas était un peu grave. Mais bon, j'ai essayé qu'elle soit calme, qu'on va trouver une solution pour sa fille et tout. Très bien. Donc en fait, ce que tu as fait, c'est que tu l'as rassurée. Est-ce que, Amine, toi, tu as parlé avec la maman? Pas trop, quelques-uns. Pas trop. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien que ça soit l'une des deux personnes qui parle à la maman ou la à tour de rôle? Vous en pensez quoi? Juste une personne. Donc on est bien d'accord. Une personne, c'est toujours bien qu'une personne se détache pour qu'elle puisse parler avec la maman. Donc on est bien d'accord. Donc toi, la maman, tu as trouvé qu'il t'avait bien accueilli, qu'il t'avait bien parlé. C'est excellent. Moi, j'ai trouvé que cette relation-là, elle a été vraiment bien construite, que vous avez bien communiqué avec elle, que vous essayez au fur et à mesure de recueillir les informations. Et c'est ce qu'il faut faire en pratique parce qu'il n'y a aucun diagnostic qui vient tout seul. Donc c'est très bien. Et en ce qui concerne le leadership, est-ce que vous pensez qu'il y a l'un de vous qui s'est détaché pour plus gérer, il s'est détaché en position de leader? En vérité, au début, on s'est mis d'accord pour que je sois le leadership, mais c'est hyper difficile. Quand tu es devant le patient, tu dois toujours entendre ton collègue, voir ce qu'il pense du cas et tout. Donc, je pense que j'ai pas très réussi Et toi, Evan, tu penses qu'il a réussi ou pas? En tant que deux, c'est très difficile d'être un leadership. Moi, j'ai trouvé honnêtement, qu'il s'était détaché, que vous vous concertiez, que c'était lui finalement qui était le principal interlocuteur de l'infirmière. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Quand on dit leadership, c'est pas Chouad qui décide tout seul, non. C'est qu'on se concerte entre nous et c'est une personne qui prend les décisions finales en concertation avec l'équipe et c'est ce que vous avez fait et je vous en félicite. C'est-à-dire que vous avez bien communiqué entre vous et lui, à chaque fois, il posait les questions, il demandait des bilans et toi aussi, tu en as demandé certains et j'ai trouvé ça très, très bien fait. En ce qui concerne votre relation avec l'infirmière, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti? Je me suis sentie intégrée à l'équipe. J'avais un interlocuteur. Éventuellement, j'étais avec les deux, mais la plupart du temps,
J'avais un interlocuteur. Parfois, j'étais perturbée, j'attendais qu'il me dise quoi faire, comment. Et puis, voilà. Parfois, ils nous orientent. Parfois, Parfois vous même- orientez. Oui, ils nous orientent. Bah, les infirmières, c'est toujours ça. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est important, cette cohésion dans l'équipe? Oui, c'est très important. C'est-à-dire que l'intégration de tous les membres de l'équipe dans la prise en charge du malade, c'est la première étape pour bien réussir sa prise en charge. Donc déjà, nos deux amis ont pu mettre notre infirmière en confiance. Ils ont travaillé en équipe et c'est ce qui a fait finalement avancer les choses parce que s'ils ne l'avaient pas accepté et s'ils n'avaient pas, elle les aurait pas aidés tout simplement et ils n'auraient peut-être pas trouvé le diagnostic. Concernant la situation, il s'agissait de quoi au début? Donc, c'était une patiente de 14 ans, ramenée par sa maman dans un contexte de coma fébrile. Est-ce qu'elle est venue d'emblée dans un contexte de coma fébrile? L'assistance. On n'a pas demandé la température au début, Voilà, mais donc c'était encore. déjà, c'était dans un contexte de coma. Quels sont les diagnostics déjà quand on voit un enfant qui arrive chez nous comateux? À quoi on pense? On pense d'abord à un traumatisme, mais Très la bien. patiente, mais la maman, elle dit que sa fille À l'école. il n'y avait pas une notion de traumatisme. On pense à une intoxication. Très bien. On pense à De détresse vitale, mais le scope nous a rassuré qu'il n'y avait pas Donc toxique, intoxication, métabolique un petit peu. Métabolique. Oui, l'hypoglycémie. hypoglycémie, quoi d'autre? d'abord, il faut premier diagnostic à éliminer, c'est l'hypoglycémie. Premier diagnostic. Et qu'est-ce que vous avez fait? Dextro. Très bien. Donc déjà, à l'admission, on était devant un enfant de 14 ans qui avait un coma. Donc première chose, ils ont pris le dextro et c'était très bien. Le dextro était normal. Il était à 1,20. Quelle était leur première attitude quand ils se sont rendus compte que l'enfant était au coma? Amine. On a essayé un petit peu de prendre une voie veineuse. Oui. De scoper. Avant la voie veineuse, vous avez eu un très bon réflexe. C'est quoi? De libérer les voies aériennes. Très bien. C'est les voies aériennes. Toujours devant un enfant, même un adulte comateux, il faut toujours s'assurer de la liberté des voies aériennes. Et qu'est-ce que vous avez fait? La canule. Très bien, ils ont mis la canule. On aurait pu le mettre en position latérale ou la canule. À partir de ce moment-là, vous avez donc monitoré et pris votre voie veineuse. Donc, à ce moment-là, vous avez pensé à quoi? Qu'est-ce qui pouvait? Donc, on avait éliminé sur l'interrogatoire. Est-ce qu'on peut vraiment éliminer un traumatisme sur l'interrogatoire? C'est pas évident. Donc, ils ont appelé la maman et... Vas-y. Ils étaient appelés par quelqu'un, donc il n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté. Donc, on garde ce petit doute dans notre tête parce qu'elle n'était pas avec elle. Très bien. Donc déjà, selon l'interrogatoire, on était plutôt rassurés. Donc on a mis en condition notre malade. Et après, vous avez découvert qu'elle était fébrile. Donc devant un trouble de conscience fébrile, à quoi on pourrait penser? Parce que c'est ce qui va conditionner notre prise en charge. Donc déjà avant ça, quand vous avez découvert la fièvre, vous avez fait? D'abord, il faut caractériser la crise. Est-ce que c'est une Avant crise la simple crise. ou complexe? Donc la fièvre. On est à peine arrivé à la fièvre. Vous avez trouvé la fièvre. On a donné un antipyrétique. Très bien, très bon réflexe. Parce que beaucoup de fois, on oublie de donner l'antipyrétique. On se dit, OK, fébrile, on commence sur notre raisonnement clinique. Donc, on a découvert une anomalie, on la traite. Quel est le traitement de la fièvre? Antipyrétique. Antipyrétique, lequel? On a donné du paracétamol. Paracétamol. Quelle est la dose du paracétamol chez l'enfant? Est-ce que quelqu'un la connaît? 60 000. Vas-y. C'est ça. Donc, c'est 15 mg par kilo. Très bien. Vous lui avez donné combien? 500. Combien elle pesait? Voilà. Alors c'est très important. Le poids chez les enfants, c'est très important parce qu'en fait, tous les traitements qu'on donne, c'est en fonction du poids. Là, c'est une ado, donc on peut considérer que c'est comme des doses d'adultes. Mais si l'enfant était plus petit, c'est très important de demander le poids. Si on arrive à le prendre, tant mieux. Si on ne peut pas, on demande au moins le dernier poids à la maman. D'accord? Donc une fois qu'on a découvert la fièvre, vous avez pensé à quel diagnostic, Amine? On était dans un contexte infectieux. On a pensé un petit peu à la méningite. La méningite, oui. Infection urinaire. Infection urinaire. Infection pulmonaire. Infection pulmonaire. Alors pour un enfant de 14 ans, quel serait l'ordre? Alors un enfant de 14 ans qui, je vous rappelle,
à un coma fébrile. Quel serait l'ordre de ces diagnostics à évoquer? D'abord, l'urgence, la méningite. L'urgence, la méningite, très bien. Oui. Donc, j'ai cherché un syndrome méningé. Oui. Il n'y avait pas de syndrome méningé. Il n'y avait pas de syndrome méningé. Oui. Après l'infection urinaire, Oui. c'est très fréquent aussi. Oui. On a demandé un examen un ECBU. Très bien. C'était négatif. Après. La radiothorax, c'était normal. La radiothorax, c'était normal. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait garder comme diagnostic? La méningite. La méningite, très bien. Donc devant tout coma fébrile, premier diagnostic à évoquer, c'est une infection du système nerveux central. Donc méningite ou toutes les complications qui surviennent. Donc comment est-ce qu'on peut diagnostiquer la méningite? La PL. Par la PL. Est-ce que dans ce cas-là, il y avait des contre-indications à faire la PL d'emblée? Est-ce que dans l'assistance, quelqu'un connaît? Je t'écoute. Est-ce qu'il y avait un signe de focalisation, la mydriase? Oui. À part la mydriase, est-ce que la convulsion en elle-même est un signe de focalisation? Oui. Oui, à cet âge-là. La convulsion est un signe de focalisation. Donc avant de faire la PL, qu'est-ce qu'on pourrait faire? TDM. Une TDM cérébrale, très bien. Donc vous avez fait votre TDM cérébrale et comment elle était? Normal. C'était donc un coma fébrile avec aucun signe infectieux patent, avec une TDM normale. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une ponction. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc on a fait une ponction lombaire. Comment était la ponction lombaire? Elle était normale. Elle était normale. Donc là, on est devant un trouble de conscience avec PL normal, TDM normal, dans un contexte de fièvre. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Et vous l'avez dit en premier. Une intoxication. Une intoxication. Quel type d'intoxication? Alimentaire. Une intoxication alimentaire. Oui. Mais quels sont les éléments qu'on pourrait demander voilà, à l'anamnèse et que vous avez demandé justement à la maman? Oui, j'avais demandé à la maman si sa fille elle a pris quelque chose ou s'il y avait une notion de prise de plantes toxiques et tout, Oui. mais il n'y avait rien de ça. Ouais. C'était quoi la difficulté de l'interrogatoire avec la maman dans ce cas-là? Vu que la maman n'était pas Voilà. avec sa fille au moment de la C'est-à-dire que crise. plus les enfants grandissent, moins ils sont avec leurs parents. Donc c'est très difficile de pouvoir retrouver comme ça, surtout dans les toxiques. Donc devant une intoxication, si tu avais suspecté une intoxication alimentaire, quelles auraient été les questions que tu pourrais poser, Amine? Des choses qui ont relation avec l'abdomen, c'est-à-dire des diarrhées. Une diarrhée, des vomissements. Des signes digestifs, donc c'est Ouais. les premiers signes d'intoxication alimentaire. Est-ce qu'elle avait ces signes-là? Non. Il Non. n'y avait pas de diarrhée, il n'y avait pas de vomissement, il n'y avait pas de douleur L'examen abdominal abdominale. était normal. Très bien. Donc pendant votre mise en situation, la petite, elle a eu une convulsion. Oui. Alors quelle était votre première attitude devant la convulsion? Position latérale de sécurité. Très bien, excellent. Donc, devant un enfant qui convulse, toujours, il faut sécuriser donc l'environnement. Donc là, elle était déjà en salle de déchocage. Ils l'ont mise en position latérale de sécurité. Très bien. Donc quel est le traitement? Donc on attend combien de temps? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre pour donner un traitement anticonvulsivant? 5 minutes. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 5 minutes pour commencer un traitement anticonvulsivant? Vous en pensez quoi? Pour la première épisode, Quel que soit l'épisode, un enfant qui convulse, vous le recevez à l'hôpital, combien de temps il vous faut pour commencer, pour essayer d'arrêter les convulsions? 15, non? Est-ce qu'on attend 15 minutes? 5, 4, 3, 2. Non, on n'attend pas. Quand on a un enfant qui convulse, directement, on commence le traitement anticonvulsivant. Quand est-ce qu'on pourrait attendre éventuellement? C'est quand c'est des convulsions fébriles du nourrisson, mais en général, elles s'arrêtent spontanément au bout d'une minute. Mais dès lors que vous recevez un enfant qui est en train de convulser, d'accord, on donne directement le traitement anticonvulsivant. Alors, quel est le traitement de première ligne? Valium en intrarectal. Très bien, Valium en intrarectal. Est-ce que tu avais vraiment besoin de l'intrarectal dans ce cas-là? Le Valium en intrarectal, quand est-ce qu'on le donne?
chez un patient déjà suivi pour l'épilepsie et qui fait une crise. Oui. Alors l'intrarectale, pourquoi on utilise cette voie-là? Est-ce qu'elle est aussi efficace que l'intraveineuse? Non. Non. Donc Ouais. quand est-ce qu'on Rien à voir. l'utilise? S'il n'y a pas de voix. Voilà, on l'utilise s'il n'y a pas de voie veineuse. Là, notre enfant n'est pas venu en train de convulser, on a essayé d'arrêter les convulsions. C'est une enfant qui était déjà chez nous, on avait déjà mis en condition, donc elle avait déjà une voie veineuse, donc on pouvait lui donner par voie veineuse. Très bien. Est-ce que tu connais de mémoire la dose qu'on pourrait donner de Valium? 0,5. 0,5 mg par kilo. Très bien. Et c'est quoi le maximum? Parce que celle-là... Entre 0,5 et 2. Non, 0,5 mg par kilo. 2. Par prise. Et le maximum, c'est combien? L'adulte, on donne combien? Une ampoule? 2 ampoules? Il y a combien de milligrammes dans une ampoule de Valium? C'est 5 mg. D'accord? Donc on donne 5 et 5. Donc on peut donner jusqu'à 10 mg. D'accord? Alors on a donné notre première dose de Valium. La convulsion, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Oui, elle s'est arrêtée. Alors si elle ne s'était pas arrêtée et qu'elle était en état de mal convulsif, qu'est-ce qu'on ferait? Une deuxième injection. Très bien, une deuxième dose de Valium. Donc même dose? Oui. Oui, même dose. Donc après notre deuxième dose, il ne s'est rien passé. Notre enfant, elle convulse toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Un neuroépileptique, je pense. Non? Oui. Alors, est-ce qu'on peut donner de la dépakine? Oui. Est-ce Non, que la la dépakine dépakine, est c'est disponible? un C'est un traitement de chronicité. l'épilepsie. Très bien, c'est un traitement de fond. Donc ce n'est pas un traitement de la crise. D'accord? Alors quel est le traitement de la crise qui est disponible au Maroc? C'est le Gardénal. Est-ce que quelqu'un connaît la dose du Gardénal? Très bien, c'est 20 mg kilo. Et comment est-ce que vous allez la diluer? Parce que c'est important. Vous avez une infirmière avec vous, je vous la tenez, 20 mg kilo. Comment est-ce qu'on va la diluer? Est-ce que ça passe comme ça en intraveineuse directe? Amine dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il a raison. C'est-à-dire qu'on ne passe pas le Gardénal. Mais comment est-ce qu'on le passe? Il est vasotoxique. Donc, Il a une réponse. Perfusion continue. En perfusion continue. En perfusion continue. Qu'en pensez-vous? Alors retenez bien, le Gardénal, c'est la règle des 20. 20 mg kilo dans 20 cc de sérum salé en 20 minutes. Et plus l'enfant est grand, moins on donne. Par exemple, pour celle-là, ça aurait été 10 mg kilo dans 20 cc de sérum salé en 20 minutes. Retenez les 20 et l'autre, c'est en divisé par 2. Donc notre enfant a arrêté de convulser, on a fait notre PL, elle était négative. Donc on est parti du coma fébrile à l'état de mal convulsif. La TDM était normale, la PL était négative, donc il nous reste le toxique. Et vous avez demandé une recherche Des drogues. Une recherche de drogue. Substances toxiques. De toxiques. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours évoquer devant un adolescent qui vient en trouble de conscience. Il faut y penser. Donc vous avez demandé une recherche de toxiques. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Une intoxication au cannabis. Une intoxication au cannabis. Alors, il y avait un signe qui était présent dès le début, qui aurait pu nous orienter vers ce diagnostic-là? C'est qu'à l'interrogatoire, la maman a évoqué que quelqu'un lui a donné, que quelqu'un dans l'école lui a donné un truc. Les yeux rouges. Très bien. Les yeux rouges et un signe patent d'intoxication au cannabis. La midriase. C'est la midriase. D'accord? Les yeux rouges et la midriase, c'est quelque chose de très évocateur des intoxications au cannabis et c'est très fréquent dans notre contexte marocain, donc il faut toujours le garder en tête. Si vous deviez retenir quelque chose, c'est que quand on ne comprend pas une symptomatologie, il faut penser au toxique. Toujours. Donc si on devait synthétiser, donc devant un coma, la première chose à quantifier, c'est la glycémie et la température. Très bien, donc deux choses, toujours température pour différencier le coma fébrile du coma apéritique. Devant un coma fébrile, à quel diagnostic on pense en premier?
La méningite. Très bien. Donc méningite et les autres infections du système nerveux central. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les contre-indications? Donc comment on pose le diagnostic de la méningite par là, PL, et quelles sont les contre-indications de la PL? Les indications de la PL, pardon. Les indications? Oui. La fièvre. La fièvre. Un syndrome méningé. Syndrome méningé. Des convulsions. Des convulsions. Est-ce qu'il y aurait eu des signes cliniques est-ce qu'il y a des contre-indications à faire? Est-ce qu'on pouvait faire la PL directement? Non, il faut chercher les contre-indications de l'APL d'abord. Qui sont? Un engagement cérébral. L'engagement. Comment est-ce que tu pourrais savoir si elle est en engagement comme ça cliniquement? Les signes d'hypertension intracrânienne. Oui. La focalisation. Les signes de focalisation. Et ici, est-ce que tu avais des signes de focalisation? Oui. Oui. C'était quoi? C'était la convulsion. La convulsion. Très bien. Et les yeux. Les yeux. La médriase. La médriase. Très bien. Est-ce que, une fois que vous avez fait votre PL, donc votre PL est négative, d'accord? À quel diagnostic il faut penser? Les autres infections, c'est-à-dire urinaires, pulmonaires. Est-ce que des infections urinaires et pulmonaires à cet âge-là peuvent donner des convulsions? Non. Non. C'est un enfant adulte. C'est un enfant adulte. Oui. C'est un adolescent. D'accord. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir ces situations-là? Entre quel âge et quel âge? 0,2 ans. 0, non, parce que là, on était dans les convulsions néonatales. C'est 3 mois à 5 ans. C'est là où la fièvre peut donner des convulsions, ce qu'on appelle les convulsions fébriles. Mais en dehors de ce contexte-là, s'il y a une fièvre avec des troubles de conscience, il faut chercher quelque chose directement dans la tête. Quelles sont les autres étiologies qu'on pouvait évoquer avant la fièvre? Est-ce qu'un traumatisme peut donner de la fièvre? Oui. Oui. Est-ce qu'une hémorragie méningée peut donner de la fièvre? Oui. Oui. Donc toujours garder en tête ces diagnostics-là, la méningite, les hémorragies méningées, les traumatismes. Et quand on a une négativité de tous ces bilans, on pense aux toxiques, et c'est ce qui était le cas de notre malade. Alors, si vous avez retenu quelque chose de nouveau aujourd'hui, ça serait quoi? L'intoxication au cannabis dans le contexte marocain. L'intoxication au cannabis dans le contexte marocain, oui. La règle des vins. La règle des vins, très bien. Est-ce que tu peux me redire la règle des vins? 20 minutes dans... Est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut l'aider? 20 cc. 20 mg kilo dans... Très bien, 20 mg kilo dans 20 cc de sérum salé en 20 minutes. Excellent. Et dans l'assistance, est-ce que vous avez retenu quelque chose, que vous avez appris quelque chose avec nous aujourd'hui? Dans ces situations. Pensez à l'intoxication devant ces situations, oui. Démarrer les anticonvulsifs dès qu'on a... Très bien, excellent. Donc, dès qu'on a un enfant qui convulse, on démarre les anticonvulsivants. Très bien. Mesdames? Vas-y, on t'écoute. Devant un coma, la première chose à quantifier, c'est la glycémie et la température. Très bien. Donc, devant un coma, on quantifie la glycémie et la température. Très bien. Quelqu'un d'autre? Quelque chose sur la relation entre l'équipe entre elles, entre les... Très bien, un seul qui se détache et le leadership. Donc, je vais vous demander de les applaudir bien fort. Bravo. Alors, bonjour. Là, on va clôturer la session avec un petit scénario. Pour ceci, j'aurai besoin d'un volontaire qui jouera le rôle du médecin. Oui. Un seul. Pour l'annonce? Non, c'est pas une annonce, c'est un scénario. Oui?
Bonjour Mohamed. الله الله الله. Alors, vous êtes médecin de حاجة garde. ضاينة ركابي. Vous êtes médecin de garde, d'accord? Vous venez d'admettre un enfant, Yasser, âgé de 9 ans, pour des dyspnées sifflantes, accompagné par sa maman. La maman rapporte qu'il fait des crises d'asthme, il est asthmatique, crise d'asthme depuis l'âge de 5 ans, d'accord? Et c'est à vous de prendre en charge l'enfant et de mener l'éducation thérapeutique. D'accord? Donc, je t'invite à parler à haute voix et verbaliser les gestes. Très bon courage. دابا سي ديجا لا صح ديجا فات لو كان دابا نعطي غير ديال غير الهضره. نوريها زعما كيفاش التريتمون كيفاش كيكون والله حيت هي عربيه هي C'est bon? C'est bon 3 2 1. سلام دكتور لاباس كي داير مزيان جلس هنا مرحبا قولي لي شحال مره ولدك تزير ديما كيتزير دابا هذه المرات الثالثه تكون فات الثالثه واقيلا خويا اش غنقول لك كيمشي كنديه كيديروا داك الاكسجين وكيخرج مزيان ماشي شي تزيار فوقاش اول مره كان عنده اش غنقول لك شي 5 سنين دابا كيصفر صدرو تيقولوا لك راه عنده الصفر ما كيصفرش كيزوي وفي الليل هو كل نهار ورزقو نهار زوين نهار يكح داك 4 الصباح هكا كينوض كيكح كان عادي من داك الكحبه راك عارف داك الكحبه عاديه ماشي شي حاجه زعما وفي الدار عندكم مشمشه الدار شويه مشمشه الحيوانات عندكم مشوش واحد جوج مشاش فراخ لا فراخ لا كيمشاش راه ما كيقربش هما ليهم هما راه كيكونوا هكا كيدوروا زعما كاين الكارو في الدار لا ما كاينش الوالد ديالو خوه كبير كيكمي في القهوه وكاين ما كيكميش في الدار ضروري الكارو دابا ما خصوش يبقى في الدار خصو علاش تحيد الكارو لان الدخان تيأثر عليه يا كاين في الدار في القهوه يقدر يكمي باه لا وتنجيبوا لك اخويا وشرح لي انا كنقول لها راه يحاول الا كما يتعطل ولا يدير شويه الريحه ولا شي حاجه لان الدار تيأثر دابا ولدك عنده الضيقه مزار مزيان مزهر لا ما مزيانش ما مزيانش دابا ولدك عنده الضيقه لالا اييه خصو الدار تكون مشمشه اييه الملايات كيفاش انت كتقول لي الضيقه انا ما فهمتش الضيقه الضيقه هي ولدك كيتزيروا ليه لي برونش دوك الاعصاب ديال القصبات ديالو تيتزيروا هو ما عندوش عائله العائله ديالو دابا كان عندي واحد جارتي عندها 40 عام حتى هي كدير الرابوز الزرق أيه. انا شكيت بان هي اللي عاداته وراه ما كان فيه والو هاد الجاره ملي جات سكنات شتا كتدخل وتخرج بداك الرابوز لا ما تكونش هي لا هي انا كنقول لك هي راه غير جات هي مرض لا حنا كنا هانيين كان عنده داك 4 سنين داكشي ما كان فيه حتى شي حاجه العائله حتى شي حاجه ما عندكم فيه الضيقه حتى شي واحد لا الوالد ديالو ابدا دابا راه خدات درنا ليه الدواء ديالو في المستعجلات غنعطيوك واحد الكينه هذيك ديما كنعطيها له هذيك البخيد ديالك حاجه بريدنيزول يوميا كنعطيها له غتاخديها غير 5 ايام كيفاش 5 ايام لا لا الطبيب الاخر قال لي كل نهار نعطيها لا غتعطيه 5 ايام هو واحد الرشه غتعطيه 2 حبات في النهار وحده في النهار وحده في النهار ولا جوج لا 2 حبات في النهار وغتعطيه الا تزير غنعطيك واحد الرشاشه حمراء ديريها ليه كل 4 ساعات لابد الرشاشه حيت انا عندي واحد السيرو مزيان لا ضروري السيرو واش حيديهم وانا راه من داك النهار ملي مشيت لذاك السبيطار مولاي راه عطاوني السيرو خصو يتحيد لا علاش دابا تندوي معاك انا نعطيك الدواء ديالك باش تمشي ولدك الا بغيتي يولي مزيان بغيتي يبقى يتزير لك كل مره لا راه ما كيتزير 3 المرات دابا الا تبعتي هذا الدواء ديالو ما غاديش يعاود يتزير ان شاء الله باذن الله. شنو هذا الدواء؟ اييه سلام وكنعرفهم انا هادو شوف انا بعض المرات كنعطيه هادي وهادي هذا راه بعض المرات كنديرها له 3 شهور قال لك باش ما يبقاش يتزير ها انت شوف راه كنديرها له نيشان لا كنديرها له فمو بحال هكا كنورك عليها شوف يا لالا ها انت هاد الكينه هادي غادي تعطيها لي 5 ايام كل 2 حبات في النهار واخا 2 حبات ولا حبه ونص في النهار ياك لالا 5 ايام ما خصك تقطعيها لي سمعيني يا لالا سمعيني يا لالا شوف كي داير هاد الحبه كي كدار هادي كتسرط نيشان لا كتذوب في الماء كتذوب في الماء غديري لي حبه ونص وتعطيها ليه في ما الماء نبقاش ليه وغيشربها في الصباح مره واحده في النهار 5 ايام خصو يقطعها الا في هاد 5 ايام هادي غديري ليه هادي تيسالي هاد 5 ايام هادي وندير له هادي ديري ليه هادي رشه واحده في النهار اييه غادي ندير ليها غادي يخرج يخوي فمو كامل وغادي ترشي ويبقى هنايا 5 سكوند بحال تلقى هادشي لداخل ديالو ملي غترشي
يبقى داك الشيء لداخل ديالو ما يتنفش نقدر انا نعرفو بقى يتزير بحال قلتي هذه هو اللي يتزير دابا الا راك غير تخنق. لا ما 5 سكوند وخليه يتنفس ديك الساعه 5 دقائق 5 ثواني 5 هاد ثواني القرعه ديالها نورك عليها ديالها هاد القرعه هذاك الماس شي دواء هذا غنشوف اي فوالا بنتك دابا باش تكون واش انت متيقن حيت انا هذا راه كانوا كيعطيوه ليا كل نهار مده 3 شهور وهذا ما كيتزير. هاد الصفر هذا عقلت عليها الصفر ديال التزيار وهاد الزرقاء هذه اللي كنديرها انا يوميا. هذه ديال التزيار هذه غتكملي عليه 3 شهور وغتعاودي ترجعي عندنا منين غادي يكون مزيره لالا غادي ديري ليه هذه هذه غادي ديرها ليه فمو وغادي ترشي غادي منين غادي هو غيخوي النفس ديالو غترشي وغيجر وتبقاي تحركي كيفاش غيجر دير هكا يتنفس شحال من مره 5 د المرات 5 د المرات دوك دابا نرش ويتنفس 5 د المرات وصافي لا يطرشي ويبقى شاد 5 دقائق 5 ثواني 5 ثواني صافي دابا انا راح نسلو الرياضه لا الرياضه يديرها حتى الاستراحه ما كيهبطش لا باش نقول لك انا راه هضرت مع الاساتذه ديالو يتحرك ضروري خصو الرياضه وكي دائما كيلبس هذاك الكبابط وداك الشيء باش ما يضربوش البرد حيت انا حسيت بداك البرد هو اللي كيدير ليه بحال ما جاش من البرد ما جاش من البرد ملي كيجري داك الشيء كيبقى يتزير كيتخنق ما بقيتش قاده دوك انا عرفتي شنو انا حيدت انا قاعد الفيلم حبست ليه كلشي كاين لا سبور لا يدير الرياضه لا يدير الرياضه ولكن الرياضه غير خفيفه يدير مثلا يجري 2 مرات في السيمانه 3 الجري وانا كنقول لك ما غيقدش يتمشى كيبدا يتمشى كيبدا يكحب الجري لا منين يكون ما مزيرش دابا شنو ما منين يديرش يتزير الرياضه ندير له يدير الرياضه لا هذه غادي تكملي عليه 3 شهور وهذه غديرها ليه غير هاد السيمانه هذه 5 د المرات مور ما يحبس هاد الدواء هذه يكملي ليه هذه ولكن هذا في راسك هذا وهذا الدواء هذا واش هذه اخبارك ولا ما في اخبارك مال هذا راه كيوسع الجعبات راه بحال السبسي راه كان عندنا واحد خالو راه بدا بهذا وكمل الحاج اسمعي لي الحاج وراه كنقول لك انا راه شفتو راه كان بدا بهذا وقالوا له فيه الضيقه هذا شتي هذا بالضبط مع هادو كيديروا الضيقه الا تزير وهذا من الضيقه للسبسي انا شفتو من هذه لهذيك القرعه ديال السبسي لا داك الشيء ما كاينش الحاج كيفاش ما كاينش انا راه شفت خالو خلينا نديرو قدامي غادي ديري لي هذه منين يتزير وهذه غادي تكمليها عليه 3 شهور ولكن انا ما فهمتش دابا شنو هو المرض ديالو الضيقه لا عنده شنو هي الضيقه راه عنده الحساسيه ديال الصدر لصقاتها له الجاره لا عنده الجعاب عنده الجعابي ديال صدرو تيبقاو يتزيروا باش كيتزيروا بالميكروب لا ما عاديش بوحدو خليقه خليقه من عند الله ودابا شنو هذه غادي ياخذها حياته كامله هذه غياخذها حياته كامله وكل 3 شهور غادي تجي عاوتاني باش نرونوفلي لك باش نعاود لك غدير لي دابا هذه نجدد لك الدواء هذه كتبقى وهادو غير منين يتزير واش هاد بيتوفون هذا راه فيه السيرو لا ما فيهش السيرو هذا لا ما فيهش السيرو هذا فيه السيرو كاين واحد اخر سميتو فيتامين هذا غير كيوسع الجعبات واش كنقول لك ودابا غادي يوسع عليه هذاك راه ماشي يقدر يبدا يتنفس مورا غادي يبغي باش يبقى واسعين له غادي يبغي يبدا يدير السبسي لا هذه مزيانه ليه ما كاينلاش السبسي ما كاين السبسي راه بالعكس خايب ليه الكارو خصو يبعد منه والدار خصها تبقى مشمشه والحيوانات خصو يبعد منه انا خويا انا ما هادشي ديالك ديال الضيقه ما مقتنعاش والزرابي وداك الشيء خص ديما يبقى انت دابا كيفاش عرفتي فيه الضيقه ماشي حيت تزير فيه الضيقه كيفاش عرفتي فاش تزير 3 المرات لالا وصدرو تيصفر راه فيه الضيقه وراه ديما الصدر كيزوي وراه من شحال هادي هو الصدر كيزوي ما قالوا لي لا ضيقه لا والو قالوا لي فيه الحساسيه ديال الصدر حيت دابا تزير بزاف د المرات دابا راه تبتنا راه بلي راه عنده الضيقه لالا انا بعدك هذا راه ما غنستعملوش باش نكونوا مفاهمين هذا راه ما يمكنش الا بغيتي ولدك يكون في خطر ما تستعمليش لالا هادشي بغيتي ولدك يولي مزيان هذا هو الدواء ديالو ولدي قدامي راه مزيان ما فيه حتى شي حاجه كنعطيه باش ما يبقاش يتزير لك هذا هذه كنعطيه له كل نهار هذا ما كنحبسوش لا هذا خصك تحبسيها لالا وهذا هو اللي كيفكو شي كيكون مخنوق هذا بخيد هذا كيحيد لك هذا هو اللي كيفك هذا باش تعرفيه كيحيد لك الالتهاب ملي تيكون داك الالتهاب هو عنده التهاب في الصدر تينقص لك الالتهاب وهذا تيوسع لك دوك القصبات هذا ملي كيكون عنده التهاب ملي كيتزير تنعطيوه هذا مره في السيمانه مره في النهار دابا واش الالتهاب هو اللي كيدير هذوك القصبات الالتهاب هو اللي كيدير كيلتهبوا دوك القصبات وكيتزير دابا انا كيفاش غنشرح هادشي لبانا ولا قلت لي انا شرحت لك لالا دابا انا يقول لي راه ولدك انا شرحت لك لالا دابا هذه غديريه مره في النهار 5 ايام خصك تحبسيها لالا وهذه منين يكون مزير غديريها ليه الا ترخف ما تعاوديهاش ليه خليه وكملي ليه غير هذه نكمل لها هذه خصو يبقى يديرها هذه خصو يبقى يديرها بالصباح وبالليل مره بالصباح مره بالليل ما فهمتش انا كيفاش هذا ما
هذا كيتباع هكا ولا غتعطيه ليه ولا شنو؟ لا هذه هنا تيدير هنا كدير فمها لاله وهنا كترشي وهنا كدير فمها وكتبقى تحرك كدير هكا وكترشي وخصها تنفس ويبقى داكشي لداخل 5 ثواني. واش خصني نجيب الدري توريه؟ دابا هو راه ما صافي وريه انت يا لاله نوريه انا ولا خصك تشوف انت؟ هادشي ساهل ساهل خصك غير تتبع اييه صافي عاودي دابا ليا شنو نعاود؟ ديري لي شنو خصك ديري في كل دواء هنايا. دابا انا ولاد الزير ندير لها هاد الكينات 5 ايام 5 ايام مره هادي لا 2 مرات في النهار هادي من يتزير ولا من يكح؟ لا منين عادي كل نهار واخا ما يكون مالو حتى شي حاجه خصك ديري ليه هادي واخا وهادي من يتزير ولا من يكح؟ منين يتزير ولا كحب لي دابا انا في الليل غندير ليه؟ ديري ليه هادي ندير له هادي ولا ما تزيرش ولا كحب بلا ما يتزير عادي يخليك غير معاه حيت انا راه كندير له الثومه والشريحه لا ما كاينش داكشي ما خصكش تعطيه حتى شي حاجه كتريح واخا يعطي بالليل بحال هكا كيشربها كيولي لا ما تعطيه حتى شي حاجه لا صافي دونك هذا في الصباح هذا بالليل هذاك لا منين بالليل ولكن غير في وقيته الزيار في وقيته الزيار وهذا ديما هذاك هذا ديما ما نحبسوش 3 شهور وغترجعي عندنا لاله باش نعاودوا نشوفوا صافي الحاجه وهذه ضروري هذه مع هذه مع هذه باش هذه نديرها هنايا باش دوي لا هذه بلاصه الفم هذه منين ديرها صافي تكون هاني ولا بغبه باش يدوز الدواء مزيان ولا بغبه صافي انا ابلودي محمد برافو محمد Ça va Mohamed? Ça va, alhamdoulilah. Comment c'était? Ça va, c'est bien, mais زعما حيت ملي كتكون قدام بروف ديالك ميم سي سيمولاسيون كتبقى ان بو ستريسون. Quel était ton ressenti? مزيان. C'était bien. C'était bien. Et la maman, comment elle était? Un peu difficile de passer l'information à elle. ظريفه Et la maman, comment tu as trouvé le médecin? اختي انا ما فهمتش جيك من الاخر انا بعدك مقتنعه بان ولدي ما فيه لا ضيق لا والو هذيك الدوايات انا ما مقتنعاش بهم. C'est la qualité des mamans qu'on retrouve souvent chez nous aux hôpitaux périphériques. D'accord. Donc, à propos du scénario, à ton avis, quelles étaient les connaissances et les anomalies que tu as retrouvées avec la maman durant l'enquête anamnestique? J'ai pas compris bien la question. Durant l'enquête anamnestique, je suppose qu'il y avait des anomalies. La maman avait des anomalies en ce qui concerne l'asthme, en ce qui concerne les signes, les facteurs, etc. Donc, qu'est-ce que tu as détecté comme anomalie? Je pense que la plupart des mamans marocaines, ils disent que ça راه جاي غير من شي واحد ولا فهمتي كيتعادى ودون بوكو سيرو داكشي اللي. Donc pour elle, l'asthme, c'est pas de l'asthme. D'abord, il a de l'allergie. L'allergie. Deuxièmement, c'est une maladie qui a été contaminée. Par sa voisine. La voisine qui l'a contaminée. Oui. D'accord. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as posé comme question pour creuser, pour piocher dans l'interrogatoire? Combien de crises il a fait? La première crise, est-ce qu'il siffle? Il y a des sifflements. S'il y a des antécédents chez sa famille. L'antécédent familial d'atopie. Tu cherchais l'atopie. D'accord. Et quoi d'autre? Tu as cherché d'autres choses? Oui, les antécédents toxiques, le tabagisme. Pourquoi le tabagisme à ton avis? Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre l'asthme, l'exacerbation d'asthme et le tabagisme? Je pense que le tabac, il a des composantes qui aggravent l'inflammation. Exactement, bravo. Oui, quoi d'autre? L'assistance, oui. Oui, tout à fait. Il a cherché s'il avait des animaux à domicile. Exactement. Très bien. Oui, exactement. Il avait des antécédents de nébulisation en périphérie. Donc, si on récapitule, la maman disait que c'est pas de l'asthme, c'est de l'allergie, et c'est la
c'est la voisine qui l'a contaminé. Tu as cherché des facteurs déclenchants, notamment le tabagisme, les animaux domestiques. Et tu as cherché, entre autres, les signes, s'il avait des sifflements, de la toux. Très bien. Et un autre antécédent, c'est les nébulisations en périphérie. Donc, à ton avis, qu'appelle-t-on cette première étape d'éducation thérapeutique? C'est très intéressant. Non, qu'appelle-t-on? Comment on nomme cette première étape d'éducation? Parce que tu es en éducation avec une maman qui est en déni, n'est-ce pas? Comme chez nous, d'abord l'interrogatoire ou l'anamnèse, vous cherchez les antécédents, vous cherchez les signes cliniques pour arriver à la fin à une cause, à une étiologie, ça veut dire un diagnostic. Donc tu cherchais un diagnostic éducatif. D'accord. Et comment tu as pu faire pour convaincre la maman? Tout d'abord, il fallait quoi faire? Enlever les facteurs. Non, avant de passer à la prise en charge, la maman est en déni. Je crois que انا نزرب عليا. ما نزربوش عليك حنا دابا. D'ailleurs, tu l'as fait. Oui. Et elle t'a posé la question, c'est quoi هاد العزم؟ شنو هي هاد الضيقة؟ وي شرحت لها بلي زعما الى سيت اون انفلاماسيون دي برونش. Exactement. وملي كيتانفلاماو لي برونش كتكون كيتسدوا لي برونش. Exactement. Et tu as dit que c'est une maladie. C'est pas une maladie contagieuse. C'est héréditaire. C'est une maladie, effectivement. Tu lui as expliqué c'est quoi l'asthme. C'est une maladie inflammatoire chronique des branches due à l'hérédité. C'est héréditaire, bravo. Quoi d'autre? Et tu as donné des informations à la maman en lui posant des questions, c'est les facteurs déclenchants, les signes cliniques, etc. D'accord. Donc tu as informé la maman et par la suite, pour le traitement, qu'est-ce que tu as fait? Je lui expliquais, elle va enlever tout le داكشي اللي كتعطيها التوما et tout ça. Oui. Et après, زعما تكونسونطرا على التريتمون ديالها ما تزيد حتى شي حاجه. Il y a des traitements de crise, des traitements de fond. Très bien. Et d'après toi, c'est quoi le traitement de crise? Corticothérapie, orale d'abord, et les bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 mimétiques, bronchodilatateurs, long terme. Le traitement de crise. Le traitement de crise, corticothérapie. Quoi d'autre? À votre avis, c'est quoi le traitement de crise de l'asthme? Une crise d'asthme? Bêta-2 mimétiques. De courte durée d'action. Lesquels? Le salbutamol. Ça veut dire le spray bleu, c'est ça. Donc ça, c'est le traitement de crise de l'asthme. Très bien. Et quoi d'autre? Il y a un autre type de traitement qui est du fond. Le traitement de fond pour prévenir une autre crise. Oui, ce sont les bêta-2 de longue durée d'action. Exactement. D'accord. Et bien sûr, tu as insisté, bravo, d'utiliser le masque. La chambre d'inhalation. Exactement. Et la maman n'était pas convaincue. Pourquoi? Il veut pas. Qui ou Tout à fait. Elle va. C'est une réponse qu'on a très très fréquemment quand on parle avec les mamans. On n'invente rien, c'est vraiment des situations qu'on a vécues. Et c'est une situation qui est très fréquemment les mamans qui disent لا غير تبلاي يولي بحال الكارو بحال السبسي وكيجبدوا لك السبسي parce que ça leur rappelle ça ressemble. Donc du coup, c'est pour ça qu'on t'a mis dans cette situation là. Donc si on récapitule, donc pour faire une éducation thérapeutique, la première étape c'est éviter tous les facteurs déclenchants. Non, les étapes de l'éducation thérapeutique, c'est arriver au diagnostic, éducatif. Ça veut dire chercher les facteurs déclenchants, les signes cliniques. Oui. Des antécédents familiaux. Exactement. Et par la suite, il faut informer la maman sur ces signes cliniques, la former, l'éduquer comment utiliser les différents dispositifs thérapeutiques. Et par la suite, la dernière étape de l'éducation thérapeutique, c'est quoi? Le traitement. Le traitement. Et ça veut dire quoi?
La maman, maintenant, elle sait tout. Elle n'est plus en déni. Elle sait bien que son fils est un asthmatique. Elle sait bien qu'il faut utiliser les différents types de traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire? ما تحبسش التريتمون. Il faut pas arrêter le traitement. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire devant toi? Explique. Expliquer et par la suite, c'est donnant. Le médecin doit évaluer la maman. Est-ce qu'elle sait bien utiliser les différents dispositifs, à la fois la chambre et les dispositifs? Oui. Vous avez des questions? Oui. Bien sûr, il ne faut jamais arrêter le traitement de fond. D'ailleurs, c'est le bêta-2 de longue durée d'action et il faut donner 2 bouffées le matin et 2 bouffées le soir. Toujours 2. Et la même heure, par exemple 8 heures du matin, 20 heures le soir, pendant une longue durée, le temps qu'on réévalue le patient dans 3 ou 6 mois, en fonction de son rendez-vous de consultation. Il ne faut pas arrêter. Il faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter toute activité sportive. Et la maman a empêché son fils de courir pour qu'il ne tombe pas en crise, pour qu'il ne tousse pas. Mais pendant la crise, il faut lui donner la ventoline avant de... S'il prend son traitement correctement, normalement, il ne va pas tomber en crise. En principe. Pour le traitement bêta-2 mimétique, avant le sport, il faut le donner. 15 minutes avant le sport. 15 minutes avant, il faut donner 2 bouffées de ventoline. Donc une bouffée 5 respirations, une bouffée 5 respirations. Et après, il peut faire son sport tranquillement. Et surtout pas altérer la qualité de vie de l'enfant. Donc le but de tous ces traitements, c'est pas... Il n'y a pas des types... courte d'endurance. Pas de course de longue durée, pas de sport dans des coins clos, exemple les salles de sport où il n'y a pas assez d'oxygène, il y a assez d'humidité. Donc il faut éviter certains types de sports. Mais bien sûr, il ne faut pas priver l'enfant. C'est un enfant, il a le droit de jouer, il a le droit de courir. D'accord? Je vous remercie. Merci. On applaudit Mohamed. Merci. Bravo. Merci. Alors, notre session se termine. Professeur Mkawi, si vous voulez vous changer pour qu'on puisse parler. J'espère que la session urgentologie pédiatrique vous a plu d'une part, que vous avez appris des choses, que l'année prochaine, Inch'Allah, vous serez encore plus courageux et vous allez venir et tester par vous-même nos scénarios que c'est pas que j'espère, que nous ferons de notre mieux, que ça soit encore plus surprenant, plus à votre goût, et voilà. Donc ça d'une part. D'autre part, c'est fini, masrinesh, mais on vous laisse déjeuner. Et pour la médecine d'exception, c'est pas ici, ça sera au hall de la faculté de FES. D'accord? Merci à vous.